Bonjour tout le monde, bienvenue à Golden Record. Je suis avec Carl aujourd'hui, puis ce qu'on voulait faire en fait aujourd'hui, c'est peut-être revoir en rafale les dernières nouvelles de Power BI suite aux derniers updates. Carl, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Moi, je reviens de vacances. On est au début septembre. Ça va un peu nous situer dans le temps parce que justement, on va parler des nouvelles, des actualités. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui sont intéressantes qui ont sorti dernièrement. Là, je sais pas si tu voulais commencer puis nous parler d'un des éléments qui t'a- qui t'intéresse le plus ou que tu as hâte d'essayer parmi les dernières nouveautés, soit de juillet ou de août. Ouais, ben il y en a un que j'ai vu tantôt quand on parlait, qui était quand même intéressant. C'est en fait récemment ils ont mis en place ce qu'on appelle des org apps, fait que les applications organisationnelles. Et en fait, à la base, tu sais, dans Power BI, on pouvait seulement avoir une application par workspace, puis on pouvait centraliser nos rapports, puis après c'était comme notre portail central où ce qu'on pouvait partager avec différentes personnes, avec les audiences. Mais là, avec les org apps, une des choses qui va nous aider, c'est qu'on peut créer avec ça ben, plus qu'une application par workspace. Puis, tu sais, qu'on en parle tantôt, tu sais, une des choses qui arrive, c'est quand on commence à avoir beaucoup de rapports dans un workspace, de jouer avec les audiences, des fois, ça peut commencer, ça commence Hmm. à faire plus de, tu sais, de s'assurer de ne pas oublier des rapports à cacher, tout ça, là. Fait que c'est quand même, je pense que ça peut être pratique de pouvoir séparer des rapports dans différentes apps, hein. Effectivement, ben en fait, moi, l'optique derrière ça, c'est que s'il y a des éléments qui sont d'un niveau peut-être un peu plus critique, puis que tu veux les intégrer dans une app, des éléments qui sont peut-être plus pour la direction ou confidentiels, ben jouer avec les audiences, c'est pas un si gros problème que ça, mais il y a toujours un espèce de risque de misclick ou de se tromper que tu as peut-être moins quand tu fais une ségrégation vraiment officielle dans deux apps. Fait que, Ouais. fait que ça, fait que ça va permettre aussi de avoir peut-être des espaces de travail, des workspaces qui sont plus organisationnels parce que dans certaines situations, bon, on avait comme pas le choix de vu qu'on était limité à une seule app par workspace, ben on est obligé des fois sectionner le workspace pour les faire correspondre vraiment plus aux apps qu'on voulait faire. Effectivement, je trouve Mhm. que c'est une bonne approche qu'ils ont faite. Ouais. Puis, à suivre, on va sûrement essayer ça prochainement, voir comment ça Ouais. va. Un autre truc vraiment plus pour les entreprises, mais que j'ai trouvé vraiment intéressant, je t'en ai parlé tantôt justement, c'était le fait de pouvoir avoir maintenant des thèmes, dans le fond, de pouvoir charger des thèmes de manière organisationnelle. Fait que si on va, en fait, la personne qui est propriétaire en fait, qui est administrateur du portail Power BI, a maintenant le privilège d'aller charger des templates ou des thèmes directement dans l'organisation. Puis, ce que ça va faire, c'est que on n'a plus besoin de se partager ce thème-là à gauche et à droite ou de le partager dans un fichier puis de savoir si c'est la dernière version ou pas. C'est directement inclus dans Power BI. Fait il va se rajouter quand ça va être inclus, ben il va se rajouter en plus des thèmes qui sont locaux ou les thèmes par défaut, il va se rajouter thème organisationnel qui va apparaître puis on peut en ajouter plus qu'un. Fait que ça, c'est très, très cool de pouvoir profiter de ça, là. Ouais, d'accord, parce que c'est vrai que c'était quand même dérangeant de toujours se demander à chaque fois, tu sais, j'ai-tu la dernière version du thème, puis là, tu sais, c'est peut-être pas fait pour être partagé, là, tu sais, la seule manière tu sais, que nous autres on avait trouvé, c'était d'avoir un genre de repo, tu sais, GitHub, où on publiait le thème, puis là, il y avait un lien qui pointait vers la dernière release. En tout cas, tu sais, c'était beaucoup plus complexe, puis tu sais, C'était, ouais, c'est ça. c'était fait pour les programmeurs, là, maintenant, n'importe qui à l'intérieur de l'organisation va pouvoir juste faire, ah, on a un thème, on clique dessus, puis si le thème est bien fait, tout devrait se faire. Fait que, tu sais, normalement, ça devrait, tu sais,
j'ai l'impression que justement, on peut mettre un peu plus d'effort sur un thème qui va être partagé de manière organisationnelle comme ça, puis ça va payer, là. Ouais, là, non. C'est vrai que ça encourage plus l'entreprise aussi à utiliser des termes là, at large. Ben oui. Oui, le taux d'adoption du thème va être bien plus fréquent parce que sinon, c'est les 4 personnes qui utilisent le thème, puis là, un autre département se sont fait un autre thème, puis là, finalement, c'est lequel thème qui est officiel, tu le sais pas. Là, Ouais, ça arrivait aussi qu'on avait ce c'est clair. problème-là. Ouais. C'est Ouais, clair. Un autre belle nouvelle qui est apparue aussi, qui est vraiment tout nouveau, là, ça l'a popé le 2 septembre. Maintenant, ce n'est plus une obligation d'avoir un Fabric F64 ou euh, je me rappelle plus de l'ancien nom, là, mais c'était P1, non. non, mais le Ah, terme avant Fabric, là, c'était une licence premium. Là. Fait qu'on n'a plus besoin ok. d'avoir un espace premium pour avoir du copilote à l'intérieur de Power BI. Donc, avant ça, ça prenait vraiment la F64 à quasiment 4000, 5000 pièces par mois pour être capable de bénéficier de copilote. Puis à cette heure, ben, bonne nouvelle, à partir de Fabric F2, donc si je me trompe pas, là, c'est aux alentours de 260 $ par mois. Donc, c'est la plus petite des catégorisations de Fabric. C'est maintenant disponible de pouvoir utiliser Copilot dans Power BI puis dans Fabric aussi. Ça, c'est une Mhm. super nouvelle. Ouais, Ça va permettre de l'utiliser un peu plus. Puis ils vont commencer à probablement pousser un peu plus des fonctionnalités de coding, et pas juste de questions-réponses à l'intérieur, là. ouais, tu sais, je pense que Microsoft n'ont pas le choix de faire ça, là. Tout ce qu'on s'en va, il y a tellement d'emphase qui est mis sur tout ce qui est AI, ChatGPT, là, fait que ouais, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir rendre ça disponible comme ça, là. Puis tu sais, j'imagine, mettons que tu sais, entre le F2 et le F64, il y a peut-être peut avoir une différence de temps d'attente si tu fais une demande ou tu sais, je sais pas, parce que il y a quand même plus de CPU puis de RAM Euh, avec le F64, là, mais ben, à voir. on l'utilise avec un de nos clients, un F2, puis tu sais, effectivement, c'est pas pour, en fait, on n'a pas vu de différence actuellement sur de quoi, on n'a pas vu des problèmes de performance, mais c'est pas un environnement où est-ce qu'il y a des centaines de personnes qui se connectent. Fait que Mhm. nous, on l'a établi pour être capable d'être en mesure de faire beaucoup d'extraction d'emails automatisés. Donc, c'est une espèce de B2B maison, donc un business to business qui se qui s'envoie des avis automatisés d'envoi de pièces, de réception de pièces, puis des choses comme ça. Fait que c'est une manière de traquer où les pièces se situent en temps réel. Fait que pour ça, ça marche super bien pour faire du process. Fait qu'on n'a pas encore vu de limitation à outrance, mais tu sais, il y a peut-être 15-20 personnes qui se connectent, mais le pipeline de données en arrière roule 2 fois par jour à OK. extraire beaucoup, beaucoup, beaucoup de emails, là. Fait que, tu sais, pour l'instant, ça marche bien. Fait que je sais pas c'est quoi la limite en termes de stress possible, là. Je pense que c'est peut-être plus en termes d'utilisateurs, où est-ce que ça va. Ouais, ouais, potentiellement, ouais. Ouais, tant mieux si ça va bien, puis ouais, Fait que rendu là. Fait que pour les petites compagnies, être capable d'avoir sans trop de frais, d'être capable d'avoir copilote intégré dedans, je trouve que c'est une belle nouvelle, là. Puis, tu sais, mettons, le F2, est-ce qu'il te donne quand même accès aux autres capacités, aux autres features de Fabric, mettons? Ou il doit avoir certaines Le- choses, j'imagine, que tu peut-être pas accès, mais. la seule limitation qu'on a eue actuellement, ou que c'est carrément impossible, là, puis là, j'ai pas le terme en tête, là, mais je pense que tu le sais, là, c'est tout ce qui a rapport avec pousser de l'information directement. Donc, dans le fond, c'est un endpoint, là, euh, euh,
Tu sais, dans ALR Tool, pour pousser des packages directement, euh, je me souviens plus, faudrait que je l'ouvre, là. OK, Mais c'est pour déployer ou c'est vraiment pour la donnée, pipeline de données? non, mais tu sais, pour déployer, là, si tu veux déployer des modèles sémantiques de manière partielle, là, il y avait un outil. Incrémental, Ouais, mais tout ce qui a rapport avec ça, c'est OK, bien. impossible parce il y a pas le endpoint. Le OK, le endpoint, XML. le XML endpoint OK, OK, OK. Parfait, je comprends. Ouais. apparaît à partir de F64. Fait que, tu sais, il y a OK. ça que je trouve qui manque. Ouais, Il y a ouais, peut-être aussi, là, j'ai pas validé, il y a peut-être aussi le pipeline de déploiement qui est pas disponible, mais, mais il y a un pipeline de données dans Fabric, fait que ça peut être ouais. très cool. Ouais, puis tu sais, le XML, une des choses en fait aussi qu'on peut faire avec, c'était tu sais, justement la capsule qu'on a faite avec DAX Studio. Si tu veux te connecter Mhm. sur le workspace puis voir toutes les queries qui passent sur un dataset, tu as besoin du XML. Fait que c'est soit un Exactement. premium ou un F104 dans ce cas-là. Puis entre autres, si tu voudrais, je sais pas, utiliser un logiciel third party comme probablement ALM Toolkit doit avoir le même Oui, c'est problème. ça, exactement. Puis Fait Tabular que, Editor 3 ou 2, là, si tu veux sauvegarder directement sur le modèle en ligne, tu as besoin du XML. Fait que exactement. Fait que, tu sais, c'est une contrainte que moi, j'aurais aimé avoir, même avec les F2. On sait pas, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, ils vont probablement évaluer à quel point c'est ouais. nécessaire que ça soit à ce niveau-là. Mhm. Mais la tendance actuellement, c'est qu'ils commencent à offrir de plus en plus de choses à des niveaux moins élevés que l'ancien espace premium. Fait que Mhm. ça c'est intéressant. On voit quand même une migration, on va dire, de Microsoft, là, de vouloir, tu sais, tranquillement mettre de côté peut-être les premiums, là, j'ai l'impression, là. Ah, ça a été officialisé. Et là, ouais, ouais. Ils ont annoncé que le concept de premium disparaîtrait, puis que tranquillement, ça serait juste du fabric avec des F. Mais là, Mhm. est-ce que le barème F64 qui équivaut au premium Ouais. va rester le standard? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ça va euh, jouer sur certaines gammes? Aucune idée. OK. Ça, ils l'ont pas annoncé. À voir. Ouais. Sinon, toi, de ton Cool, côté, cool. t'avais-tu d'autres nouvelles qui... Ben, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de toutes les lire. Il y a eu quand même pas mal de trucs pour améliorer le Copilot, là. J'ai vu ça tantôt, je savais même pas que qu'il y avait ça, mais tu sais, genre, je trouvais ça quand même intéressant, tu sais, Copilot pour écrire les descriptions de mesures, hein. Oui, ça, c'est tout nouveau. Mais C'est très cool. c'est c'est quand même, ça s'en vient vraiment cool, là. C'est juste dommage que ma compagnie l'ont pas encore activé. Mais je pense que ça va être le prochain point tournant. Tu sais, l'espèce de bout de plate, c'est de faire de la doc, là. Fait que Mhm, si copilote que tu puisses cocher puis dire, hey, fais-moi une page de doc, fais-moi une page de description de toutes les mesures, puis euh, propose-moi des tags de correspondance, là, parce on peut valider ça, là, des fois, dans des éléments. Fait mhm. que je suis comme, si tout ça arrive, Ouais, c'est le bout que le monde ne font pas. Parce que c'est souvent long et fastidieux, puis pourtant, ça a des avantages à long terme. Là. ouais. Fait que Moi, je pense que ça serait cool. mais j'ai l'impression qu'on va on va se rendre jusqu'à, tu sais, j'ai l'impression qu'on va se rendre à un point où ce que tu vas être capable, mettons, d'avoir une fenêtre à la chat GPT, que tu roules sur tout ton tenant, puis tu es capable de tu sais, poser des questions. J'ai tel rapport de tel workspace, il y a tel KPI qui ne matche pas avec ce rapport-là de l'autre workspace, dis-moi pourquoi. Tu sais, puis, tu sais, genre, je suis sûr qu'il va être capable de faire tout le lineage, tu sais, puis de les filtres. Moi, j'ai l'impression Ah, qu'on, tu sais, j'aimerais ça qu'on se rende là, ça serait cool. éventuellement, à mon avis, on pourra se rendre là, mais effectivement, c'est pas encore ça, là, mais
Mais Ah, oui, pas long. oui, très très cool. Euh, Moi, de mon Sinon, côté, oui, vas-y. ouais. Ah, c'est bon, j'allais dire, tu sais, si tu veux peut-être nous parler du Semantic Model Refresh hein, qu'on parlait tantôt. Là. Oui, euh, en fait, c'est un peu la raison pourquoi on a eu ce sujet-là en tête, c'est que justement, euh, j'ai vu ça passer que je trouvais que c'était tellement une belle nouvelle, c'est d'être capable maintenant, puis là c'est en mode preview, fait que là c'est sûr que il reste d'avoir des petits accrochages ou des ajustements parce que on sait quand c'est en preview, le premier mois c'est vraiment du test à ce niveau-là, mais euh, ça va être la capacité de lancer des déclenchements de modèles sémantiques, euh, pas par des cédules, mais par des triggers. Donc, ce que ça veut dire en vrai, en langage là, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que si on lance un modèle sémantique, ben maintenant, on n'est pas obligé de dire il part à telle heure. On va pouvoir dire quand le data flow X a fini, lance ton modèle sémantique. Fait que là, on pourrait probablement, là, j'ai pas expérimenté là, parce que c'est vraiment très nouveau, mais de ce que je comprends, c'est que on va pouvoir dire si tel data flow et tel data flow sont finis, ben tu peux lancer l'automatisation de ton modèle sémantique. Puis on pourrait même faire ça en cascade. Fait que là, tout ce que ça nécessite, ça, c'est d'avoir un fabric, parce que ça va se faire à l'intérieur du pipeline de données de fabric, mais il n'y a pas de notion de plus haut que F2, fait que dans le fond, le plus bas fabric possible va nous permettre de lancer ça, ces conditions-là. Puis, de ce que j'ai pu comprendre aussi à l'intérieur de la nouvelle, c'est que il y aurait possibilité de lancer des modèles sémantiques, pas nécessairement donc c'était selon un template, donc il y aurait probablement possibilité de lancer de l'automatisation partielle à l'intérieur d'un modèle sémantique, mais ça reste à valider à quel point ça va marcher bien. Mais juste le fait de pouvoir lancer par des triggers, ça va être vraiment, vraiment cool. Ouais, ouais. Puis tu sais, ça, je pense qu'il y a deux choses tu sais, qui sont intéressantes. C'est tu sais, justement les triggers, comme tu dis. Tu sais, exemple, si pour quelconque raison, mettons, j'ai un système source, je sais pas, une base de données avec des ventes là, qui a eu des. Mettons, on va prendre de quoi de plus basic, un Google Sheet. J'ai un Google Sheet que j'ai des utilisateurs tu sais, qui vont mettre la donnée dedans, puis tu sais, c'est ma base de données gérée dans mon Google Sheet. Mais tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a des utilisateurs qui ils vont, mettons qu'ils ont, ils ont les accès edit, puis là, ils décident d'aller supprimer des colonnes ou des lignes. Mais tu sais, ça se peut en fait que si, mettons, j'ai un dataflow qui va lire mon Google Sheet, puis après j'ai mon dataset, ben, au moment que mon dataflow il est rafraîchi, la donnée est peut-être corrompue justement, tu sais, parce qu'il s'est passé quelque chose dans mon Google Sheet. Puis mon dataset, tu sais, il va refresh, puis tu sais, ça se peut qu'on a introduit finalement des données, tu sais, il manque de la donnée maintenant dans mon dataset. Fait que tu sais, avec les triggers, tu es capable, je pense, tu sais, de justement mieux séquencer tu es tellement capable, tu sais, avec Data Factory, ben, as a data pipeline, tu es capable sûrement de mettre des étapes entre les deux intermédiaires. Tout à Fait que, fait. tu sais, en fait, je pense que tu es capable de justement capturer les problèmes avant que ça se rende à ton dataset. Puis, tu sais, Puis, peut-être, puis tu sais, tu sais, ça devient un vrai ETL dans le sens que dans des concepts de TL séquencés, tu veux être capable, mettons, de dire ah bon ben il y a un retard dans l'exécution de telle database, ben si tu es capable de lire que cette database-là, elle a fini d'exécuter à 5 heures au lieu de 3 heures, ben si ton automatisme il est à 4 heures, ben, tu sais, en tout cas, hum, moi, je le vivais souvent. Là. Des fois, on a tellement peu de délai que si à toutes les fois, tu dis, bon, ben, OK, je le lance à 3 heures, mais des fois, c'est un process qui peut durer une heure et quart, une heure et demie, mais si il y a juste eu du retard dans toute la chaîne, puis ouais, ou que le serveur a rebooté entre-temps, ou whatever, des fois, c'est pour, tu sais, mettons, on vivait ça, là, chez IBM, là, un, un, un,
un élément, mettons, un fichier n'avait pas été envoyé par telle gang, puis ça avait jammé le process au complet, mais là, s'il y en avait qui avaient roulé à l'intérieur de ça, Mhm. ben là, tu as de la donnée qui est erronée parce que tu n'as pas la donnée complète. Mais là, Ouais, c'est si ça. tu y pars par des triggers, ben là, tu fais juste tout attendre. Fait que là, oui, tu l'as plus tard, mais c'était mieux quand même avoir la bonne donnée à 8h30 le matin plutôt que 5h, mais qu'elle soit bonne au lieu d'être obligé de repasser tout le process au complet. Ouais, non, je suis d'accord que ouais, ça nous arrivait nous autres avec. Donc, il s'agit C'est- juste que, je sais pas, la base de données, il y a eu plus de trafic pour quelconque raison, puis là, ton dataflow, il a pris 30 minutes de plus, puis là, ben, justement, ton dataset est déjà parti, puis il est trop tard, là. Ah, tu sais, ça peut être aussi niaiseux des fois que c'est une exportation une exportation de fichiers de SAP qui s'en va quelque part, puis la destination, mettons ton file set de ta destination est saturé, il est trop plein. Puis il y a quelqu'un qui a pas fait le ménage parce qu'il s'attendait pas à ce que cette journée-là, c'était la journée où est-ce que le fichier était plus gros que les autres. Puis que le fichier s'écrive pas, puis que là, tout jam. Ouais, Fait que ouais. tu sais, Nous autres, ça peut niaiser de même, là. ouais. Moi, ce que j'avais vu, c'était dans notre cas, c'était une table, on va dire une table d'inventaire, mettons, inventaire par produit, puis tout ça. Puis la table d'inventaire, mettons, elle avait, je sais pas, je vais dire 100 millions de lignes dedans. Puis là, ils ont fait une patch. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans la donnée. Ils ont fait une patch, puis là, ils pouvaient pas ils pouvaient pas, mettons, juste faire un update. Il fallait absolument qu'ils flushent la table au complet puis qu'ils la reload. Mhm. Ça, c'est Puis, plate. puis justement, ils ont mal calculé leur affaire, tu sais, puis ça a fait que ça a pris vraiment plus de temps à la reloader. Ça a pris plus de ressources sur le serveur. Puis là, toutes les queries qui roulaient le matin étaient toutes plus lentes. Tu sais, puis ça, finalement, la job, elle a planté à un moment donné. Parce que, je sais pas, justement, il manquait de mémoire ou je sais pas, mais il a fallu qu'il la roule comme par batch. Tu sais, il faut Mhm. qu'il fasse des inserts par batch, mais en tout cas, bref, ça arrive des fois. Puis ouais, ouais, ça c'est quand même bien. Puis tu sais, pour ceux qui connaissent pas, tu sais, les data pipelines, c'est c'est comme si, tu sais, quand Microsoft ont mis Fabric, ils ont pris Azure Data Factory, qui était dans Azure, puis ils ont rebrandé ça comme Data Pipeline, puis ils ont mis ça dans Fabric. Puis tu sais, ce que ça fait en fait, tu sais, moi, de ce que j'ai vu des data pipelines, c'est quasiment pareil à Power Automate sur plusieurs choses. Tu sais, tu peux vraiment t'en servir comme job scheduler, là, tu sais, vraiment, passe ce truc-là, si ça l'a réussi, fais telle affaire, tu sais, call une API. Puis il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis entre autres, tu sais, si on prend, mettons, Power Automate, le défaut de Power Automate, c'était qu'on n'était pas dans le même environnement que Power BI. C'était carrément, tu sais, l'environnement Power App, Power Automate, qui est un autre environnement, puis il faut que tu apprennes une nouvelle interface, tu sais, différente. Mais dans Power Automate, il y avait des actions Power BI que tu pouvais faire. Entre autres, le schedule refresh sur un data flow. Tu pouvais faire un refresh de dataset. Fait que tu étais capable de séquencer tes refreshs, puis de dire fais Mm. mon refresh du dataflow, puis après, quand ça réussit, fais le refresh du dataset. Avec Sauf certaines que, nuances, là, parce que juste pour euh, je vais être pointilleux, mais tu peux le faire pour le data flow, mais tu peux pas le faire pour un modèle sémantique, parce que le modèle sémantique, tu lances la commande d'exécution, mais tu peux pas savoir quand est-ce qu'il finit avec c'est ça. Power Ouais, Automate. exactement. C'est ça. Alors que mettons, les dataflows, tu étais capable de dire when refresh. Tu sais, il y avait comme un trigger que tu pouvais avoir Ouais. pour savoir quand le dataflow avait fini. Mais les datasets, tu pouvais pas justement faire de quoi après. Genre, tu sais, parce que, comme tu dis, c'est juste une commande qui envoie mais il n'y a comme pas de. Justement, on peut pas. Tu pas capable d'avoir une alerte si ça plante. Tu vas avoir l'alerte de base du dataset, qui était quand même un problème, on va dire, là. C'est quand même un peu. Mais tu sais, entre
un des problèmes que Partamate avait, c'était que quand tu rafraîchissais un dataset, tu étais obligé de tout rafraîchir dans le dataset. Il n'y avait pas d'option, rien. Mais justement, avec ce qu'ils ont fait avec les data pipelines, tu es vraiment capable de. Il y a une action qui est de rafraîchir un dataset dans des data pipelines. Puis tu es capable de vraiment choisir la table que tu veux. Hmm. Fait que c'est sur ton dataset. Fait que mais mettons, nous autres, on a un exemple, c'est que notre dataset, il prend, je sais pas, mettons qu'il prend une heure et quart à rafraîchir le matin. Mais, tu sais, le modèle est quand même assez complexe. Puis, tu sais, ça arrive quand même souvent qu'on doit, tu sais, de plus en plus, quand on fait le refresh, on fait des validations avant QA, puis après, on la repousse en prod, ou, tu sais, parce qu'il y a tellement de tables qui sont plus sensibles. Tu sais, fait qu'on on fait une passe de validation dessus. Mais c'est comme certaines tables dans le modèle, tu sais, qui sont plus critiques, on va dire. Mais tu sais, nous autres, justement, avec le Data Pipeline, on serait capable de juste refresh une table. Puis tu sais, les tables qui sont plus critiques, on va dire, bon, on va les faire une fois par semaine, puis c'est correct. Tu sais. Mais tu sais, je sais pas, Mhm. mettons, l'inventaire de mes concessionnaires, ben, tu sais, moi, je veux l'avoir à chaque jour. Parce que quand j'ai un représentant qui sort un rapport, qui va visiter le concessionnaire, ben, tu sais, je veux qu'il y ait l'inventaire le plus accurate et le plus à jour. Fait que, tu sais, nous autres, je pense que tu sais, ça, c'est le genre de choses que tu sais, j'aimerais avoir, tu sais, puis utiliser tu sais, chez BRP, parce qu'on a quand même justement des use cases comme ça, de la donnée que tu n'as pas besoin d'avoir à chaque jour, mais il y en a que tu sais, ça vaut vraiment la peine de l'avoir. Puis tu sais, il y a peut-être justement dans les fins de Ben, corps. ben, tout ce que je peux voir, c'est, mettons, les affaires qui ont rapport avec autant la production, mais aussi le budget, tu sais, dans le sens que, tu sais, généralement, tout ce qui a rapport avec les budgets, ben, c'est généralement rafraîchi une fois par mois. Tout ce qui a rapport avec ces affaires-là, ben, tu peux aller justement charger à la fin du mois, tu le charges, puis après ça, ben, tu compares par rapport au budget qui a été établi à tous les jours par rapport à ce que tu as fait. Fait que, tu sais, t'as bien des situations comme ça qui te permettent de pas avoir à valider l'entièreté de ton modèle à chaque jour. Puis ça peut Ouais, avoir un c'est ça. gros plus, là. Ah ouais. Tu sais, il y a aussi des cas, mettons que mettons, on a de la donnée, les ventes, là, tu sais, il y a le nombre de véhicules qu'on a vendus. Les représentants, tu sais, à chaque corps, ils ont des objectifs. Puis à la fin du corps, ça arrive souvent que dans les derniers jours, tu sais, vont regarder combien d'unités qui leur manquent pour les Hmm. concessionnaires. Fait que là, ils veulent avoir un refresh plus fréquent pour savoir, OK, les as-tu vendus? Tu sais, il y a certains objectifs, il en manque juste une. Fait que là, tu sais, s'il manque une unité, il va appeler le concessionnaire. Hey, si tu fais ça, nan, nan, je Oh, ferai oui. jamais. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, ça, c'est une des raisons, mettons, pourquoi les représentants nous ont dit on a besoin que ce rapport-là soit rafraîchi à chaque jour, ou bien, tu sais, puis là, on était comme, ben, pourquoi, alors, tu sais? Puis là, justement, on s'est rendu compte que c'était cette donnée-là qu'ils voulaient vraiment avoir à chaque jour. Tu sais, Ouais, c'est à chaque jour dans les 7 derniers jours du mois, mais le reste, ça pourrait être une fois par semaine. c'est ça, exactement. Ouais, ça va être ça. Ouais. Ouais. Ouais, très intéressant. Mais ouais, ça, j'ai vraiment hâte de l'expérimenter, là, la feature des triggers pour les rafraîchissements. Là, ça risque d'être un pas pire game changer au niveau de toute la structure fabrique et de rafraîchissement, là. J'ai bien hâte d'essayer ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, ben l'autre c'est une moins bonne nouvelle. On l'a vu, puis ça c'est pas nécessairement récent, mais tu sais il y a du monde probablement qui ont expérimenté ça, mais tout ce qui a rapport avec QuickBook Online pour faire de la finance, le connecteur QuickBook de Power BI a été depleted, Déconditionné? donc il est décommissionné exactement Ah, au mois de juin. Là, fait que faut, euh, faut maintenant se faire un connecteur custom
Ça se fait. Mathieu Lirette, là, justement, il était là-dessus aussi. Puis ça lui a pris une bonne vingtaine d'heures à faire ça en mode vibe coding. Là. Fait qu'il a utilisé ChatGPT, il a dit fais-moi un connecteur qui fait ça. Puis là, ben, essai-erreur pendant une bonne quinzaine d'heures, 20 heures. Puis il a réussi à avoir de quoi qui fonctionne. Il dit c'est pas l'affaire la plus performante au monde, mais ça a marché. Mais il a énoncé le fait que c'était très frustrant de faire du vibe coding parce qu'il dit, puis je le comprends, là, mais sa frustration, c'est pas le fait que ça marche pas, c'est le fait que à partir, tu sais, puis le vibe coding, c'est quoi? C'est de demander, mettons justement, à une intelligence artificielle, fais-moi du code, puis après ça, tu essaies d'ajuster en disant, ah, ça marche Ouais, pas, si j'ai une erreur de ça, corrige-moi ça, corrige-moi ça. Fait qu'au final, tu n'écris jamais de code, mais tu dis toujours c'est quoi les symptômes, puis il corrige. ouais, C'est un peu ouais. ça. Fait qu'il dit ce qui a été très frustrant, c'est que euh, il a dit son besoin. La réponse de l'intelligence artificielle a été très, très, très bonne. Mais il était à 95% de réussir. Puis tu sais, il savait, là, il a vu le code, puis il a fait comme, OK, on est vraiment proche d'un succès. Mais c'est que pendant 15 heures de temps, il a toujours resté à 95%. Fait qu'à toutes les fois qu'il changeait de quoi, il y avait quelque chose d'autre qui marchait plus, puis Ouais, quelque chose qui marchait. Puis là, il dit, c'est frustrant d'être à 95, de jouer entre 95% puis 80% de succès, puis que des fois tu régresses, puis des fois tu améliores, sans savoir à quel point tu es proche. Tandis que quand c'est toi-même qui code, ben on dirait que tu as comme plus un niveau de connaissance de à quel point tu approches de la fin. Fait qu'il disait, c'était de pas savoir qui était difficile. ah ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Ça m'est arrivé aussi avec ChatGPT, là, j'ai eu des trucs similaires dans mes projets personnels de traduction, là. T'essaies d'avoir de quoi, puis là, ouais, ça marche pas. Puis j'avais du code que j'avais fait. Non, en fait, il m'a donné du code. Je savais, tu sais, j'avais une fonction. Puis là, je savais c'était quoi en entrée, puis qu'est-ce qui allait être en sortie. Fait que, tu sais, j'ai comme créé 6 unit tests, tu sais. Genre, j'ai 6 tests à faire. Assure-toi, tu sais, que ta fonction, elle respecte ça. Puis là, il est comme, OK, c'est beau, ouais, parfait. Là, il repart. Puis là, il revient, puis il dit, ouais, j'ai travaillé. Ma fonction, elle passe tous les tests. Fait que là, je prends le code, je roule mes unit tests, il y en a 3 qui fail, puis là, je suis comme, mais là, tu me niaises, là? Genre, j'écris, mais là, non, genre, ces 3 tests-là marchent pas. Puis il est comme, ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, puis c'est très drôle parce que l'intelligence Ouais, artificielle est toujours désolée. Ah oui, ouais. c'est vrai, j'ai une erreur. C'est comme Ah, c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, fait que pour le monde qui était sur QuickBook puis online puis qui trouve ça bien plate, ben il y a des solutions alternatives, des connecteurs qu'on peut faire ou ouais. qu'on peut jouer là-dessus, mais c'est juste plate que ça soit décommissionné là-dessus. Là, Mathieu, il va-tu, genre, brander le connecteur Magic Non, Analytics? parce que là, c'est très hard-codé pour tout ce qu'il y aura, tu sais, pour ses numéros de compte, sa clé Hmm, d'API. Fait que tout a été un peu hard-codé par l'AI, là. Fait que je dirais que ça serait dur de transposer ça facilement à un autre, là, mais je vais juste dire que pour le monde qui sont dans cette situation-là, c'est pas impossible de revoir ce qu'il y avait avant ou quoi que ce soit. OK. Bon, parfait. Au moins, il existe des options si jamais il y a de quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, tu avais mentionné tantôt que maintenant, les paramètres de champ Field Parameter sont rendus général, Oui, ils alors sont qu'ils étaient rendus rendus. généraux. Fait que ce n'est plus une option en preview maintenant. Ouais. Ça a été lancé en mai 2022, les paramètres de champ. Fait que ça fait quand 2022. même. Ouais, 2022. Fait Ah que ça ouais. fait quand même 2 ans et demi que ça a été mis en preview. Fait que
Enfin, ça a été officialisé comme étant stable. Dans ma tête, on dirait que c'était sorti l'année passée. Le temps passe Eh vite. non, ça fait 2022. Fait que, ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les éléments qui sont en preview meurent pas en preview. Ils vont tranquillement apparaître dans la version standard. Moi, j'ai quand même assez hâte que les nouveaux visuels, là, que le Ouais, bouton ouais, avec le pinceau devienne une obligation, là. Euh, ouais. le, le- la version online, elle me déconcerte à chaque fois que je fais des modifications online puis que je suis sur mon Power BI personnel, là. Ouais, ouais, Que- non. Ben, nous autres, en plus, genre, je sais qu'il y a des personnes chez BRP qui l'ont, justement, puis il y en a qui ne l'utilisent pas, ou en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes versions de Power BI, des fois aussi, là. oui, C'est, aussi. ouais, c'est pas super. Euh, mais ça j'avais plus mais je suis d'accord, je l'ai déjà vécu quand j'ai donné une formation, mais je le vivais plus dans les situations un peu plus gouvernementales, là, tu sais. Mettons, à l'Agence du revenu du Canada, c'était des versions de 2020. Ouais, Puis il fallait que ce soit approuvé, là. Puis là, à un moment donné, tout le monde changeait pour une version 2 ans plus récente que la leur, mais encore 2 ans plus vieille que la dernière mise à jour. Fait que wow. ça arrive. C'est Mhm, mais par contre, je l'ai vu plus souvent dans les situations où est-ce que c'était qu'il y avait des serveurs de Power BI on-premise, là, parce que ça, ils mhm. font une mise à jour juste une fois aux ans, je crois. Fait que, Ouais, fait que ça, je peux comprendre, là. ouais. C'est clairement plus sécuritaire sur certains trucs, là. Fait que, Ouais. Moi, la dernière nouvelle que je trouve qui était important de nommer, c'est qu'ils sont encore en train de beaucoup améliorer le TMDL View. Fait que, tu sais, c'était de quoi le TMDL View? C'est un espèce de mode où est-ce que euh, tu peux un peu comme rentrer dans tout ce qui est les propriétés des éléments qu'on peut faire normalement avec des boutons dans le DAX ou dans tout ce qui est interface visuelle. Donc, mettons le nombre de décimales d'un champ ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est une manière de pouvoir faire de quoi très, très textuel, donc en mode batch mode. Puis là, ben, ils ont apporté encore des modifications, donc ça a l'air d'être assez populaire le TMDL View pour qu'ils mettent beaucoup d'efforts là-dessus. Fait que là, ils ont inclus justement des expressions, donc les fonctions, qu'on va pouvoir aller modifier directement les fonctions dans le TMDL View. Fait que moi, je suis très content. C'est pas un élément qu'on aborde souvent en tant que pour les nouveaux utilisateurs, mais mhm. quand tu es habitué de faire de quoi, puis tu veux faire de quoi en mode batch, le C'est ça. TMDL View, c'est vraiment très puissant. Ah ouais, c'est clair, là. N'importe quel changement que tu veux faire dans un dataset qui implique de faire le changement sur plusieurs mesures, plusieurs colonnes. Ah ouais. Mettons, je sais pas, tu as tes pourcentages qui ont toutes une décimale dans tes mesures, mais tu dis à cette heure, j'en veux pas, ben tu pourrais faire un mass replace du Ah, format batch. exactement. Ou tu sais, des fois, tu te fais des nouvelles mesures, puis t'as oublié de toutes les mettre en mode devise canadienne. Ben là, tu Mhm, peux, à la place d'aller cliquer dessus, puis on s'entend, là, des fois, c'est long, euh, le délai de réaction de l'interface. Là. Fait que là, tu pourrais dire, ah bon, ben, je les ai toutes créées. Après ça, je me passe en batch mode, puis je convertis toutes mes devises en telle autre devise, puis ça finit là. mhm. Fait que non, non, Ouais. moi, je suis content qu'ils mettent beaucoup d'efforts sur ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à long terme parce que c'est très embryonnaire. C'est pas encore connu Mhm. des utilisateurs courants, là, parce que il y a bien du monde qui a même pas coché que la case elle existe, là. Fait que, Ouais. C'est ça, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vue TMDL qui existent dans Tabular Editor, là.
vu que, Mhm. tu sais, justement, dans Tabular Editor, tu peux faire les DAX scripts, là, ou tu peux faire plein tu pourrais sortir le code de toutes tes mesures, faire un script avec, tu sais, puis là, après, faire des remplacements de format à gauche, puis après faire F5, puis la rouler, puis ça la repousse, là. Tu sais, fait que Mm. il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ça, là, c'est que tu peux justement vraiment modifier directement la métadonnée, là, tu sais, fait que Ah, mais 100% justement, d'accord. le fait de le faire, de pouvoir rester dans Power BI, c'est tout le temps mieux, là, en général, là, en question Ben, de support. Puis... puis tu sais, je sais que toi, t'as Tabular Editor 3. euh, Ouais, parce que le Tabular Editor 3, c'est un des outils qui est quand même payant. Mais ouais. moi, pour avoir testé dernièrement Tabular Editor 2, de la manière que je vois que Power BI s'enligne en termes de modification de leur interface, euh, d'ici un an, il n'y a aucune raison d'installer Tabular Editor 2 parce que tout ce que Power BI font comme modification dans le TNDL qui permettent les modèles de langage, donc genre au mois de juin, ont permis d'avoir un bouton directement pour inclure les modèles de langage, les fichiers Excel de modèles de langage directement dans Power BI. Fait que tout ça, c'était Mhm. des affaires qui étaient un petit peu natives ou qui faisaient qu'on n'avait pas le choix d'aller dans Tabular Editor, au moins dans la version 2. Fait que là, on dirait que toutes les fonctionnalités qui restent, qui n'ont pas été intégrées dans Power BI, font partie du Tabular Editor 3 qui est payant. Fait que, Ouais, c'est ça. soit que s'ils veulent continuer à avoir une version Tabular Editor qui vaut la peine d'être utilisée, ils vont peut-être descendre des fonctionnalités de Tabular Editor 3 vers Tabular Editor 2, ce que je ne crois pas qu'ils vont faire parce que ça n'a pas l'air d'être le même code. Fait qu'ils vont Mhm. peut-être sortir un Tabular Editor 4 puis mettre la version 3 gratuite puis aller sur un autre. Peut-être. Ouais, ouais. Je sais pas c'est quoi leur plan de match là-dessus, mais ce que je sais, c'est que sont à l'écoute des personnes qui codent Microsoft, puis actuellement, ils intègrent beaucoup des outils tiers qui sont, Ouais. on va dire, ultra populaires, là. Ouais, non, c'est bien d'aller là. Euh, on dirait que, tu sais, il y a quand même certaines choses que je pense que je garderais en dehors, là, dans le sens, mettons, je prends DAX Studio, j'ai l'impression que ça se Oui. fait mieux en dehors de Power BI Desktop, là, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Puis, tu sais, je pense pas que, mettons, que Microsoft, ça serait un bon move pour eux autres d'essayer de mettre ça dans Power BI Desktop, là. Mais Tabular Editor, clairement, il y a des choses comme ça, tu sais, comme tu dis, tu sais, il y a quand même des features de plus dans Tabular Editor 3, là, comme mettons le debugger là, de DAX Debugger. Il y a d'autres affaires aussi, tu sais, mais ça reste que je pense qu'ils n'auront pas le choix de sortir d'autres features, tu sais, s'ils veulent garder l'outil compétitif, là, parce que, ouais, Tout à fait. cool, là. Et moi, Intéressant. ça fait pas mal le tour de mes nouvelles. Je sais pas si t'en avais d'autres nouvelles de ton côté que tu voulais qu'on Hmm, jase. non, je pense que ça fait pas mal le tour, moi aussi, tu sais. On va probablement faire un autre épisode tu sais, avec septembre et octobre, là. Fait que, tu sais, si jamais on a oublié, ben, on pourra les ramener là, au besoin. Oui. Je pense que ça pourrait être intéressant de récidiver ce genre d'épisode-là un peu plus d'actualité, hein. Moi, j'ai adoré ça. Ah, c'était cool. C'était vraiment nice, ça. Puis, je vous demande à vous, les auditeurs, ceux qui écoutez jusqu'au bout, là, quelles sont les nouvelles que vous avez vues, qu'on n'a peut-être pas parlé. Je pense qu'on a couvert quand même pas mal, mais s'il y en a qu'on a peut-être échappé à ce niveau-là, au niveau de Power BI, dites-le en commentaire. Puis, puis on va faire suivre ça à Microsoft si on peut. Ouais, c'est ça. On a des liens directs. Non. Pas tant, mais on l'espère, on Ouais, l'espère. Ben, merci beaucoup à tout le monde, ouais, puis à un prochain épisode de Golden Record. ouais. Mais merci tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on remercie encore notre partenaire Maverick Analytics, encore une fois. Fait que sur ça, passez une belle journée, tout le monde.